sommes à Saint-Quentin pour cette journée Un jour, une ville. Nous avons posé nos caméras à Handicamp. Avec nous, son président. Il s'appelle Nicolas Caudrelier. Bonjour Nicolas. Bonjour Ludo, merci. Merci d'être là. Bah écoute, c'est un vrai plaisir, d'autant qu'on va notamment parler de handicap, mais aussi de sport. D'ailleurs, tout à l'heure, nous serons rejoints par un médecin du sport. J'aimerais que tu nous parles quand même du concept Handicamp. Je pense qu'il est unique dans les Hauts-de-France. Alors oui, c'est unique dans les Hauts-de-France. J'irais même plus loin que les Hauts-de-France, je dirais plutôt aussi la France. Handicamp, c'est une salle ouverte de 9h à 19h à toutes les personnes d'exception. Quand je parle de personnes d'exception, tous les gens qui ne sont pas atteints de troubles de la normalité, hein, comme moi ou d'autres, et qui viennent faire du sport quand ils le souhaitent. Hein. Un playground ouvert avec des éducateurs bénévoles, ça c'est important, avec des éducateurs bénévoles qui donnent de leur temps à ces personnes. Et on fait des choses formidables. Alors ça fonctionne comment? Comme un club sportif, c'est-à-dire qu'on vient, on est membre du club et on s'essaye, en fait, parce qu'en fait le but c'est ça, c'est on s'essaye à des sports pour découvrir un petit peu quel sport pourrait nous intéresser, pour après se lancer dans un club handisport ou sport adapté. Exactement, c'est un tremplin. Hein, c'est un tremplin. En général, les gens qui viennent en handicap, c'est la première fois qu'ils découvrent le sport ou le loisir, hein, parce qu'on n'est pas dans le sport toujours de compétition, hein, on prend le sport comme un loisir. Et notre but, c'est de les fédérer au sport, qu'ils aient un projet de vie par le sport et qu'ils nous quittent à un moment, hein, puisque nous, on est vraiment un tremplin pour les clubs et les associations locales et on souhaite vraiment intégrer, faire vraiment de l'insertion, intégrer les personnes en situation de handicap dans nos clubs. Alors on en parlera tout à l'heure avec justement Yannick, hein, qui est l'entraîneur Yannick de la Dubuire. boxe. Je suis très surpris du nombre de sports que l'on peut pratiquer quand on est en situation de handicap. Là, on parlait avec Yannick de la boxe, mais tu sais qu'il y a encore peu de temps, je sautais en parachute à Frétois-le-Château. Voilà, aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, j'allais dire, quasi tout est possible. Tout est possible, quand on adapte les choses. Hein. Tous les sports sont possibles quand on adapte les choses. Une personne qui est en fauteuil, elle peut très bien faire de la boxe, et de la boxe assise. Hein. Donc, tous les sports, on a plus de 15 activités sportives ici qu'on ouvre à toute personne et à tout handicap. Alors, j'allais te poser cette question. Tu es toi-même en situation de valide. Oui. Voilà. Comme quoi il résiste encore. Il y en a encore quelques-uns. Comment on décide justement de créer ce type d'activité quand on est valide et tu es toi-même concerné par le problème? Alors moi j'étais sportif, hein, à la base j'étais footballeur et la question que je me posais c'était comment les personnes en situation de handicap font, les enfants, parce que j'ai aussi des enfants, font pour choisir leur sport. Hein. Les miens, à 14h, ils ont basket, ça leur plaît pas, c'est pas grave, à 15h, ils ont ping-pong. Voilà. Mais une personne en situation de handicap, il y a très peu d'endroits aujourd'hui où les clubs sont ouverts, où ils peuvent venir se goûter, se tester. On a vraiment voulu ici donner l'accès à plus de 15 activités sportives afin que les gens se trouvent dans leur sport. Hein. C'est parce qu'on peut ne pas aimer le basket et aimer le foot. Donc on a voulu leur donner ce choix d'aimer leur sport à eux et de se trouver. Eh bien, écoute, Nicolas, merci pour toutes merci ces à toi. informations. Merci à toi. On reste aujourd'hui toute la journée Super. Dans ton établissement. Dans quelques instants, je recevrai ici donc un médecin du sport. Mais juste avant, je vous propose de partir en images chez Nocamp Novelli, qui est en fait une entreprise saint-quentinoise. Tu connais peut-être, et ils travaillent dans tout ce qui est la prothèse, les corsets. Et voilà. Donc je vous propose de regarder tout de suite en images ce que Victor nous a filmé il y a quelques semaines. Bonjour, donc moi je suis Gantois Jonathan, donc je suis le responsable de l'agence Protéor Saint-Quentin, l'agence d'orthoprothèse. Donc lorsque nous recevons un patient, donc en règle générale nous travaillons avec des médecins donc qui nous envoient directement le patient avec la prescription propre plus ou moins détaillée. Si nous avons un doute, nous pouvons nous permettre de contacter les médecins pour voir exactement ce qu'ils attendent de nous. Mais en règle générale, nous nous voyons 3 fois. Au moins au début. Une première fois pour la première prise de contact, qui va également nous servir à faire l'examen clinique et à faire la prise d'empreinte
ou le moulage, en fonction du type d'appareillage. Quelques jours après, en fonction de la disponibilité des pièces et du temps de fabrication, nous nous revoyons pour faire un essayage. Donc on vérifie les volumes, on vérifie la correction, vérifie qu'il n'y ait pas de soucis majeurs avec les reliefs osseux. Une fois que ça nous satisfait, nous envoyons l'appareillage ou nous finissons l'appareillage en quelques jours et nous pouvons réaliser la livraison en faisant revenir une troisième fois le patient, en réalisant un essai de marche, une mise en place, et le patient part même la plupart du temps avec l'appareillage sur lui. Au niveau de la prise en charge, un appareillage type grand appareillage, donc qui est prescrit par un médecin spécialiste, est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Il n'y a pas d'avance de frais à faire, il n'y a pas de reste à payer à la fin, et nous nous occupons des démarches auprès de la Sécu. Par contre, pour tout ce qui va être petit appareillage, là, la prise en charge, il peut rester un reste dû, on va dire, pour le patient. Mais ça, nous établissons ça et nous vous prévenons dès la prise de mesure de l'appareillage. Donc là, justement, on a donc le moulage, ici. Donc on était parti d'un moulage en plâtre, comme cet exemple-là, sur le patient. On lui enlève quelques minutes après, une fois que le plâtre est dur. On vient couler un plâtre dans le moulage, ce qui nous donne un positif. On rectifie le positif, on peut regonfler un peu les malléoles, s'occuper du talon. À partir de là, une fois que la forme nous convient, on vient rethermoformer comme pour un corset, directement par le but. On a donc, une fois que le thermoformage est fini, on découpe et on a notre négatif, notre coque finale qui est prête. On n'a plus qu'à finir, à découper, garnir à l'intérieur de mousse, voire de peau de chamois, et un système de velcro pour empêcher la sortie du membre. Notre agence de Saint-Quentin, donc, qui est située en ce moment 177 rue Kennedy à Saint-Quentin, va déménager. Nous allons avoir un local tout neuf qui sera aux normes et qui nous permettra de recevoir dans de très bonnes conditions nos patients. Voilà donc avec nous le docteur Mahmoudi. Docteur, vous êtes médecin du sport, c'est bien ça? Oui, je suis médecin rééducateur et médecin de sport. C'est bien ça? À l'hôpital de Saint-Quentin, oui. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui du handicap et du sport. Bien naturellement, j'avais quelques questions qui nous étaient venues à l'esprit. Le sport est-il un outil à la rééducation le sport des personnes en situation de handicap? Est très important pour les personnes en situation de handicap, aussi bien les personnes valides que les personnes en situation de handicap. La rééducation, en fait, et l'activité physique, elle est... Oui. Donc la personne handicapée, elle a besoin de faire une activité sportive, de l'activité physique, et les objectifs sont multiples. Aussi bien dans le domaine physique, c'est pour avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est pour garder les capacités physiques qu'on a et les améliorer, les capacités physiques restantes. Aussi un effet psychologique. Quand on fait du sport, donc ça a un effet, un retentissement psychologique, et aussi pour la réintégration dans la société, parce que la personne handicapée a la tendance à s'isoler, à se renfermer sur elle-même, justement, voilà. Et donc l'activité sportive, ça lui permettre de se réintégrer, de faire partie de la société, de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi dans la même situation, et ça peut les aider justement et les encourager. On a vu ici, il y a plein de sports qui sont possibles. Alors, on a vu ici, il y a plein de sports qui sont possibles, et les gens qui viennent, c'est parce qu'ils peuvent justement se mobiliser pour venir jusqu'à ici. Il y a malheureusement des handicaps qui sont beaucoup plus lourds. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui ne pourrait peut-être pas venir jusqu'à la salle ici, mais pour faire quelques mouvements chez soi pour continuer d'entretenir tout ça? Il y a des mouvements à faire, il y a des choses que vous pourriez donner comme conseil qu'on pourrait faire? Selon la pathologie, il y a différents exercices qu'on peut faire à la maison, chez soi à la maison. Si jamais on ne peut pas se déplacer, justement, par exemple, renforcer les membres supérieurs, parce que, par exemple, une
personne qui a perdu la capacité de marcher, elle a besoin de renforcer les membres supérieurs pour pouvoir faire les transferts du fauteuil au lit, voilà, pour pouvoir utiliser le fauteuil roulant. Est-ce que toutes les pathologies peuvent faire du sport? Alors, toutes les pathologies peuvent faire du sport, bien sûr, il y a certaines contre-indications, ça c'est au cas par cas. Mais heureusement qu'on a différents sports, on a différents types de sports, donc on peut adapter un sport à un handicap particulier. Alors maintenant, je crois que les médecins traitants, depuis mars 2017, ils ont également la possibilité de prescrire du sport à leurs patients. Ça se fait dans les faits, ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Ouais. Il y a beaucoup, en fait, justement, il y a beaucoup de médecins réticents pour la prescription du sport, ouais, la prescription du sport aux patients en situation de handicap. Donc moi je les encourage, je les conseille au contraire à prescrire de l'activité physique, du sport pour les personnes handicapées. Bien sûr, ouais. C'est la moindre des choses. Justement. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Et alors, j'ai promis tout à l'heure à Nicolas que j'allais m'y remettre au sport. Hein. J'ai arrêté déjà il y a quelques temps, ça se voit un petit peu. Et je vais m'y remettre. Justement, je voulais savoir, est-ce que le sport rallonge la durée de vie? L'activité physique, déjà, ça rallonge la durée de vie chez une personne normale parce que au niveau cardiaque, ça protège, ça nous protège de certaines maladies, aussi bien et plus chez la personne handicapée, parce que la personne handicapée elle a plus de risques d'avoir des complications. C'est ça. Et du coup, si on fait de l'activité sportive, bien sûr, ça va rallonger la durée de vie. On retiendra 3 points importants. Alors docteur, on retiendra 3 points importants pour le sport et le handicap. 1. Ça fait du bien pour la santé. 2. C'est très bon pour le moral. 3. Ça permet de créer des liens sociaux et justement de pouvoir s'insérer dans la société et de faire autre chose. Eh bien écoutez, docteur Mahmoudi, merci encore d'être venu jusqu'à nous. Et puis je sais que vous êtes partenaire d'Handicamp, donc merci pour tout ce que vous faites. À très bientôt. Merci. Voilà, eh bien, écoutez, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour en images sur les accessibilités que vous retrouvez dans la ville de Saint-Quentin. Et on se retrouve dans un instant avec d'autres invités puisque nous allons parler de l'association Fabien Camus. Au cœur de la campagne axonaise, nous avons retrouvé le cortège de Mobile en Ville, parti un jour avant de Paris. On va jusqu'à Bruxelles pour parler d'accessibilité et de mobilité. Et notre but chez Mobile en Ville, c'est de vivre ensemble. Et c'est le cas là aujourd'hui avec des fauteuils roulants poussés par des rollers. Là justement on commence à avoir de sérieux soucis de fatigue. Mais ces fatigues aussi bien... On pense que c'est plutôt les gens en fauteuil qui sont fatigués. Et non, il y a aussi les gens en fauteuil... Et tout à l'heure on a eu un petit peu de pluie. Et là on s'est dit justement en riant que qu'est-ce qu'on a comme personnes à mobilité réduite devant nous parce qu'ils glissent. Et du coup c'est nous qui les aidons sur ce trip là aujourd'hui. C'était rigolo. Créée en 1998, l'association tente de sensibiliser le public et les institutions aux problèmes de l'accessibilité, notamment au travers de défis comme ce Paris-Bruxelles. C'est la deuxième fois qu'on fait ce genre de défi. La première fois, c'était il y a 2 ans pour les Jeux paralympiques de Londres, où nous étions partis donc, sur le même principe, 5 jours, 50 personnes, 500 km. Donc il s'est créé des liens avec des Anglais, des équipes anglaises, des équipes belges. Il y a eu une association sœur qui s'est créée à cette occasion-là à Londres, et par la suite à Bruxelles, qui fait à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire qui a pour mot d'ordre l'accessibilité des villes aux personnes à roulettes, en fauteuil, en roller. Et cette année, on recommence, donc on se lance ce défi-là pour porter le même message, l'accessibilité, l'accessibilité, l'accessibilité dans les villes, et montrer aussi que le sport peut être un facteur vraiment qui soude, inclusif, hein, qui rassemble tout le monde, et qu'on peut se dépasser quand on donne les moyens à des personnes qui sont moins valides. On voulait le prouver, on a réussi à monter ce genre de défi un peu hors norme,
où tout le monde a participé. Hein. C'est pas des valides qui font pour des personnes handicapées, hein. C'est tous ensemble qui avons travaillé sur toute une année. Donc voilà, nous sommes au 2e jour et nous sommes vraiment très très contents d'aller à Bruxelles avec un réseau aujourd'hui qui s'est monté grâce à ces défis-là. Pour ce défi, pas moins de 50 personnes se sont investies. Certaines d'entre elles s'installent dans les villes-étapes pour sensibiliser au handicap. Sur le Paris-Londres, on n'avait pas cette partie sensibilisation comme on l'a aujourd'hui dans les villes-étapes. On remarque que les villes-étapes nous ont accueillis avec grand plaisir et ont mis tous les moyens possibles pour nous pour réaliser ces journées de sensibilisation ainsi que pour nous accueillir. On a beaucoup de monde qui vient nous retrouver et qui essaye de plus en plus de se frotter, si on peut dire, aux difficultés que les personnes rencontrent en fauteuil et voilà, peuvent parler du vécu de ces personnes-là, puisqu'on a aujourd'hui avec nous quelqu'un qui est en fauteuil et qui est là pour parler de ce qu'elle vit au quotidien. Et Sarah pense que ce type de sensibilisation peut faire bouger les mentalités. Je pense surtout auprès des jeunes qui sont très spontanés, qui vont facilement poser des questions et se prêter au jeu de monter dans un fauteuil roulant. Moi qui suis enseignante, je le vois aussi dans mon métier où je me mets face à mes élèves en fauteuil. Et ça rentre très vite dans leurs mœurs, dans leur quotidien. Et ils s'y adaptent très facilement et ils n'ont pas peur d'en parler. Donc c'est surtout auprès des jeunes que ça marche, je trouve. Mais l'association et ses bénévoles ont aussi une activité tout au long de l'année. Mobile en Ville est une association qui rassemble l'ensemble des personnes qui sont concernées par l'accessibilité, la mobilité et l'autonomie. On a une partie de sensibilisation, donc on parle beaucoup d'accessibilité dans notre association. On fait de la sensibilisation toute l'année dans les écoles, les entreprises. On a également une partie expertise où on siège dans les commissions RATP et le STIF au niveau des transports parisiens puisqu'on est une association de Paris. Et on a également une partie Vivre Ensemble qui est plus notre porte d'entrée, notre vitrine puisque nos adhérents nous connaissent de là. On fait des randonnées en fait dans Paris en fauteuil roulant et en roller. Donc une fois par mois, on fait une randonnée de 20 km ainsi qu'un petit apéro convivial pour se retrouver tous ensemble. Rendez-vous pour le prochain défi dans 2 ans, à Paris, Berlin. Voilà donc avec moi Christelle Lemire. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous remplacez le nouveau président de l'association puisque monsieur David Caron a laissé son poste il y a quelques jours. Après 20 ans de bons et loyaux services, il a laissé la place à Hervé. Hervé Camus, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc on lui fait un petit coucou à Hervé qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Vous le représentez puisque vous êtes la trésorière de cette association. On parle un petit peu de l'association Fabien Camus, ce que vous y faites dans l'association. Pas vous, hein, l'association en règle générale. Alors l'association, c'est une association qui lutte contre la leucémie, le handicap. Donc on aide aussi bien les hôpitaux que les personnes qui rencontrent des difficultés. Donc, soit par rapport au transport pour aller de chez eux dans les hôpitaux, ou alors parfois tout aussi à fait. L'hébergement des parents qui accompagnent leurs enfants malades. Tout à fait. Alors rappelons quand même que à travers votre association, vous avez différentes actions dans l'année. Tout le monde connaît le semi-marathon du mois de mars, mais c'est pas la seule opération. Tout à fait. Donc le semi-marathon déjà, il aura lieu le 15 mars 2020. Donc le dimanche, toujours au départ de l'auberge de jeunesse, donc toujours sur le boulevard Jean-Bouin. Avec une arrivée devant la caserne des pompiers, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous avez, je le disais tout à l'heure, plusieurs activités tout au long de l'année. Donc il y a le semi-marathon, vous organisez des manifestations. Alors là, il va y avoir une brocante qui est prévue le 16 novembre, donc à la salle Verdun. D'accord. Et avec peut-être le lendemain un loto. Bon, alors vous qui êtes trésorière, vous allez pouvoir nous expliquer justement le fonctionnement, c'est-à-dire qu'en fait vous organisez des actions pour récolter des fonds et les fonds après sont redistribués soit à des bénéficiaires, c'est-à-dire des gens qui ont besoin qu'on les aide, soit des associations, mais je sais que vous avez fait aussi beaucoup pour les enfants hospitalisés. On a fait beaucoup pour l'hôpital de Saint-Quentin. Il y a toute la salle d'attente des urgences qui a été refaite. Donc, il y a eu des meubles qui ont été mis. Nous avons aussi financé l'achat de 15 matelas pour les personnes accompagnant les enfants à l'hôpital. Ça fait beau. C'est vrai que c'est bien. Ah oui. Nous avons aussi financé pour le CAMPS.
Nous avons aussi financé des chaises en bois, nous avons financé du matériel, des jeux aussi. Et là, récemment, nous avons financé pour les personnes qui sont à la Polyclinique de Saint-Quentin, qui sont justement au service cancérologie. Nous avons financé des coussins et autres matériels. D'accord. Et on a une idée à peu près de combien vous reversez comme ça par an? Alors, à savoir, donc pour la Polyclinique, il y a à peu près pour 1 500 €. Ouais. Pour l'hôpital, il y a eu à peu près pour entre 2 000 et 3 000 € de reversés. Eh bien, écoutez, bravo et encore merci pour tout ce que vous faites. Ça fait, je vous dis, 20 ans maintenant que l'association existe. On espère que vous serez encore là très très longtemps parce que vous aidez de nombreuses personnes. En tout cas, sachez que nous en avons fait la promesse à Hervé. Nous serons présents avec vous sur le semi-marathon du mois de mars prochain. Merci Christelle d'être venue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc on est de retour ici sur Handicamp, centre de découverte des sports, c'est bien ça. Alors tu es éducateur, mon Yannick? Oui. Voilà, Yannick Debuire, que vous connaissez fort certainement, puisqu'en fait Yannick entraîne ici à Saint-Quentin nos boxeurs. Saint-Quentinois, oui, donc je suis au Boxing Club Saint-Quentin. J'ai obtenu mon diplôme en 2013 de Prévost, donc entraîneur de boxe. Suite à ça, 1 an après, j'ai voulu passer le BPGEP pour devenir éducateur sportif. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es bénévole ici à Handicamp? Aujourd'hui, je suis bénévole à Handicamp, donc je propose de la boxe et ainsi du cross-training. C'est de la musculation qui est fait pour tout le monde et adapté ainsi. D'accord. Alors, j'aimerais que tu m'expliques. Alors, on verra tout à l'heure comment tu entraînes Stéphane, par exemple, qui lui est sur ses jambes. Mais comment des personnes en situation de handicap assis peuvent justement faire de la boxe? Mais après, vu que c'est que avec les mains, toute personne peut faire de la boxe, même que ce soit en fauteuil. Il y a même des malvoyants aussi qui font de la boxe. Donc on essaye de faire découvrir un peu à tout le monde le handibox. Et ici à Saint-Quentin, il y a des personnes en fauteuil qui font de la boxe? Oui, j'ai une personne qui s'appelle Christopher qui pratique la boxe. Et qui est en fauteuil et IMC en plus. Alors s'il est tout seul ici à Saint-Quentin, il s'entraîne comment? Ici, oui, contre des valides. Contre moi, des fois il met les gants contre moi, je lui apprends des petits exercices. D'accord. Et quelles sont les parties du corps que ça fait travailler la boxe justement? Les épaules. Beaucoup les épaules, ouais. D'accord. Et le cerveau sûrement? Oui. Ça permet aussi de faire travailler le mental. Voilà, et le coup d'œil. Ouais, c'est important. Oui. Alors parmi les habitués, j'allais dire, d'ici d'Handicamp, il y a Stéphane. Stéphane, oui. Stéphane que tu entraînes régulièrement? Oui, qui commence à devenir un très bon boxeur. Alors parle-nous un petit peu de Stéphane. Stéphane, c'est une personne gentille, toujours volontaire, même que des exercices cross-training que je mets en place, des fois c'est un peu dur, mais il le fait, il dit rien, il le fait. Eh bien, voyons un petit peu ce qu'en pense sa maman. Merci. Voilà, donc Maryse, on vient de voir les images de l'entraînement de ton fils Stéphane avec Yannick. C'est important pour Stéphane, l'handicap? Oui, très important. Stéphane, ça fait plus d'1 an qu'il vient. Je l'accompagne. Bon, des fois, je le laisse tout seul, 1 heure, dans la salle. Et c'est vrai que ça lui a permis de s'ouvrir à plusieurs autres personnes que l'handicap de Stéphane. Alors, tu es maintenant trésorière également de l'association? Oui, bénévole, oui. D'accord. Donc, c'est dire si tu es impliqué dans l'association? Oui, je fais ce que je peux, j'essaye, je fais de mon mieux. Alors, justement, quand Nicolas est venu te trouver pour te demander de rejoindre Handicamp, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet? Un peu de tout. Bon, déjà, essayer de faire de mon mieux pour aider au mieux Nicolas. Je voudrais m'impliquer plus, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors revenons un petit peu, si tu le veux bien, sur Stéphane. Il vient tous les combien de temps, Stéphane? Comme je suis là tous les jours,
Il vient tous les jours. Il fait du sport avec Yannick le mardi, de 2h à 16h, et le jeudi. D'accord. Et les autres jours, il t'accompagne, il touche au ballon, il s'occupe en salle. Ça y est, il est maintenant ici chez lui, quoi. Voilà, c'est sa deuxième maison. C'est sa deuxième maison, d'accord. Bien, eh bien écoute, merci en tout cas de nous donner autant d'espoir, parce que quand on voit à quel point Stéphane est réjoui de pouvoir faire du sport avec des gens qui ne sont pas atteints de handicap, on se dit que Handicamp, c'est une grande maison, c'est une grande famille, et que Handicamp ouvre aujourd'hui ses bras à toutes les personnes en situation de handicap qui voudraient venir ici, s'essayer à tous ces sports. C'est magnifique, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'être avec vous pour cette émission Un jour, une ville, consacrée à Saint-Quentin. Merci encore Maryse, et puis merci en tout cas à Handicamp pour tout ce que vous faites. Alors Stéphane, tu t'entraînes à la boxe? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Autour, tu fais raquette. Ouais. Tu fais pause. Ouais. Cajon. Ouais. Et tu fais du sport tous les combien de temps ici? Toujours. Tous les jours? Oui. Ah, tu es devenu un grand sportif alors? Oui. Alors ta maman nous disait que ça fait déjà 1 an que tu viens ici? Oui. Tu t'es fait des amis? Oui. D'accord. Et tu es content du coup de venir tous les jours ici? Oui. T'attends avec impatience de revenir? Oui. D'accord. Eh ben merci. Ouais. À bientôt. Merci monsieur. Voilà donc toujours cette émission Un jour une ville consacrée à la ville de Saint-Quentin. Mon invité Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, il y a quelques semaines, nous avons été faire un petit reportage dans ton établissement Assiste d'Homme Service. Je te propose, si tu veux, de regarder tout de suite en images ce reportage. Nathalie Thème, je suis gérante de l'entreprise Assiste d'Homme Service à Saint-Quentin, au 140 rue Camille Desmoulins. Alors Assiste d'Homme Service, nous sommes une structure d'aide à domicile présente sur Saint-Quentin et ses arrondissements depuis 11 ans maintenant. Nos principales activités sont l'aide auprès des personnes âgées ou handicapées, avec un pôle dédié handicap, l'aide auprès des personnes dans leur entretien intérieur, pour l'entretien le ménage, repassage à domicile, et également la garde d'enfants, que ce soit auprès des plus jeunes ou des moins jeunes en périscolaire. Donc concernant l'aide auprès des personnes âgées ou handicapées, alors nous sommes présents dès la demande prononcée, que ce soit de la famille ou de la personne concernée. Nous pouvons également être interpellés par un centre hospitalier pour aider les personnes dans leur retour à domicile. Alors pour ce faire, notre coordinatrice et notre infirmière coordinatrice se rendent auprès de la personne aidée pour monter avec eux un dossier d'aide s'il le faut, que ce soit auprès du conseil départemental dans le cadre de l'APA ou un dossier handicap auprès de la MDPH à Laon, et ensuite de monter l'intégralité du dossier. Je pense que mon infirmière coordinatrice développera effectivement ce sujet avec vous. Je suis Anne Caron, je suis infirmière cadre coordinatrice donc chez Assiste d'Homme Service, et donc je gère le pôle handicap. Je travaille en binôme avec Céline Carpentier, qui est donc ma collègue, qui est coordinatrice au sein de l'entreprise. Donc l'objectif de pôle handicap, c'est d'accueillir et d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur type de handicap, quel que soit leur âge. Nous avons aussi certains outils, comme le dossier de liaison, qui est chez chaque
chez chaque client. Ce dossier de liaison donc regroupe les informations nécessaires pour pouvoir prendre en charge les personnes. Et il y a également un dossier qui a été créé par tous les partenaires locaux. Alors quand je parle de partenaires locaux, je parle aussi bien des organismes de services à domicile, mais également des EHPAD, la Maya, les infirmiers libéraux, voilà, qui ont créé un dossier commun qui est utile quand il y a plusieurs intervenants qui interviennent au domicile de la personne. Ce dossier est donc utilisable par tous. Voilà, donc on a vu dans ce reportage, vous avez une personne chargée justement du public handicapé. Ça représente beaucoup dans votre clientèle, les personnes en situation de handicap par rapport aux personnes vieillissantes? Alors oui, effectivement, depuis qu'on a voulu ouvrir ce pôle handicap, ça nous a permis de toucher, si on peut dire, un public beaucoup plus large et surtout d'aider effectivement sur les différents handicaps, qu'ils soient moteurs, physiques et ayant attrait aussi à tout ce qui est une maladie dégénérative qu'on n'entre pas encore au niveau de la personne vieillissante. C'est vraiment deux cas bien à part, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les personnes qui ont des maladies dégénératives ne sont pas des personnes en situation de handicap. Or, bien souvent, nous, ça les handicape, et c'est pour ça que nous, on les apparente effectivement et on les intègre dans ce pôle handicap pour qu'elles aient un meilleur accompagnement dans la vie quotidienne. Oui, donc je voulais revenir sur ce qu'on a vu dans ce reportage, en fait, un service qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui, mais pas seulement les personnes qui sont en situation de handicap ou vieillissantes, j'allais dire de façon, je ne sais pas si chronique est le mot, mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de vos services d'une façon tout à fait ponctuelle peuvent avoir recours en fait à l'assistance à domicile au même titre que quelqu'un qui en a besoin jusqu'à la fin de ses jours. Tout à fait, tout à fait. Le principe déjà même du service à la personne, c'est de permettre à la personne de retrouver son autonomie. Donc, une personne, comme tu l'as dit, vieillissante, obligatoirement, à un moment donné, elle peut très bien avoir ce qu'on peut appeler un passage à vide ou une problématique, une maladie qui fait qu'effectivement, elle va être en perte d'autonomie. Le but de notre service et de notre accompagnement, c'est de l'aider à retrouver cette autonomie. Alors, au quotidien, justement, quels sont les types de services que vous pouvez apporter ? Il n'y a pas, alors quand on y pense, ah bah oui, elles sont là pour changer les draps, elles sont là pour faire les repas. Non, non, c'est beaucoup plus que ça en fait. Alors oui, c'est beaucoup plus de ça parce que ça va vraiment dans ce qu'on appelle les gestes quotidiens. Hein, l'ensemble des gestes quotidiens, ça va bien évidemment dès le départ du lever, de l'aide au lever, que ce soit également de l'aide à la toilette. Que ce soit juste un change aussi, une personne effectivement peut faire sa toilette mais a besoin d'aider autrement, on est présent pour ça également, pour l'accompagner au niveau des courses par exemple, mais ça peut être aussi de jeunes adultes en situation de handicap. Je pense entre autres, voilà, on accompagne actuellement une jeune personne qui est trisomique, donc on l'aide le matin pour vérifier que tout se passe bien dans sa préparation de la journée, on va dire. Et on attend avec elle son transport qui va l'emmener dans son centre journalier. Alors, je le disais dernièrement, qu'on a eu l'occasion de se rencontrer sur ce tournage. En fait, vous êtes également le maillon entre la famille qui peut parfois être éloignée et la personne, l'usager. Et à mon avis, c'est quand même très très important et très rassurant pour une famille de savoir qu'ils ont ici localement quelqu'un qui s'occupe de papa, de maman, de papy. C'est ça, parce qu'en fait, en plus, chez nous, on a vraiment une cellule de coordination. Donc déjà ça rassure évidemment les familles de savoir que l'on peut coordonner l'ensemble des aides qui vont pouvoir intervenir au niveau du domicile, mais que ce soit nous-mêmes, un service de soins, de l'HAD,
une structure du handicap. Voilà, on va effectivement faire en sorte que tout cela se mette en place et s'il faut remplir les dossiers, s'il faut faire les papiers, etc., on va le faire. On va effectivement épauler la famille chaque jour dans ce suivi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aujourd'hui à une famille qui n'ose pas encore pouvoir faire appel à ce type de service en disant bah non, tout compte fait, on va la placer pendant 15 jours et puis alors qu'on sait très bien que pour le moral, plus on reste longtemps à son domicile, et c'est pour ça que vous existez, Assist Dom Service, c'est justement pour permettre aux gens de rester le plus longtemps chez soi. Et il faudrait justement donner le petit conseil rassurant. Disons que si vous voulez, le but de nos interventions, bien évidemment, c'est que la personne reste à son domicile le plus longtemps possible, parce que tout à chacun a envie de rester à son domicile, de finir ses jours chez lui. Voilà, donc c'est le but de notre accompagnement. Il ne faut pas effectivement se dire j'ai peur de laisser papa, maman ou un frère, une sœur seul chez lui. Il y a aujourd'hui tellement de choses qui sont possibles et que l'on peut mettre en place autour du domicile et autour de la personne à domicile que de toute façon, voilà, maintenant, il ne faut plus avoir cette crainte-là. Vous n'avez pas encore, vous, les systèmes de bip, de tout ça? Téléalarme, tout ça? Téléalarme? Si, ça existe. Si, on a des partenariats de toute façon avec une structure de téléalarme. Nos auxiliaires de vie sont également équipés d'un système qui permet de savoir si elles sont bien arrivées en temps et en heure chez un client. Donc, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'une personne qui aurait un souci sur un déplacement, par exemple. Et vous avez des personnes qui ont besoin des aides très ponctuelles, où il ne faut pas effectivement avoir un retard de plus de 15 minutes, parce que ça peut avoir une incidence sur la santé de la personne. Donc voilà, on a un système aussi qui nous permet de savoir si l'intervenante est bien arrivée à temps à domicile, ce qui nous permet de ce fait, à la rigueur, de déclencher tout de suite une intervention autre si l'intervenante avait besoin d'aide. Voilà, Assist Dom Service. Nathalie Tenne, merci. Rappelons. Merci. En conclusion, donc, que aujourd'hui, on essaye effectivement de rester le plus longtemps possible chez soi avant d'avoir recours effectivement à l'hospitalisation. Et c'est grâce à des gens comme vous que c'est aujourd'hui possible. Donc retenez bien le nom Assist Dom Service. Merci encore Nathalie, à bientôt. Merci Ludovic. Bien, maintenant nous allons donc parler accessibilité, et qui dit accessibilité dit transport, et à Saint-Quentin nous avons la chance d'avoir un service de transport en commun très dynamique. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc vous représentez les bus Pastel à Saint-Quentin, vous êtes chargée de la communication, c'est ça? C'est ça. Et donc les bus Pastel depuis déjà plusieurs années, vous avez pris le problème du handicap vraiment à cœur et je crois que vous êtes en train de développer de plus en plus l'accessibilité de vos lignes. C'est ça, tout à fait. Suite au nouveau réseau de transport qui a été mis en place en 2018, de nombreux arrêts sont devenus accessibles. Alors accessible, qu'est-ce que c'est? Ce sont des arrêts qui ont un trottoir surélevé avec une bande antidérapante et puis également un guide canne pour les personnes malvoyantes. Il y a également une hauteur de trottoir et une largeur de trottoir à respecter. Donc ça, aujourd'hui, sur notre réseau, on a 310 arrêts et les arrêts accessibles représentent 110 arrêts. Oui, donc déjà un tiers, voilà. Déjà un tiers qui ont déjà été faits. Voilà. À cela s'ajoutent des arrêts qu'on dit compatibles. Oui. Donc il y en a 99 sur le réseau. Alors les arrêts compatibles, ils ne respectent pas entièrement toutes les normes d'accessibilité. Mais on peut agenouiller nos véhicules
sur ces trottoirs et donc sur ces quais et donc permettre la prise en charge des personnes en fauteuil roulant. Alors nous avons vu il y a quelques temps, vous avez également des bus qui se baissent pour permettre aux fauteuils de pouvoir rentrer. Il y a combien de bus aujourd'hui qui sont équipés de ça? Alors aujourd'hui, on a 85% de nos véhicules qui sont équipés de ce système. À savoir que d'ici fin 2020, on aura 6 nouveaux véhicules qui vont entièrement être équipés également de ce système. Alors Amélie, si vous le voulez bien, je vous propose de retrouver un reportage que nous avons fait sur les bus pastels il y a quelques temps. Ça concerne justement des usagers de l'APEI de Saint-Quentin et qui, malgré leur handicap, ont réussi à prendre le bus. Ils nous expliquent comment. Prendre les transports urbains quand on est en situation de handicap est un geste citoyen. Rencontre avec les bus pastels. Nous avons une flotte de 40 véhicules pour exploiter nos 6 lignes du réseau. Donc sur cette flotte de 40 véhicules, nous avons 33 véhicules qui sont équipés avec palettes, avec rampes pour accueillir les personnes en situation de handicap mobile. Mais bien sûr, quand on parle du handicap, on pense souvent aux personnes en fauteuil roulant. Mais il faut savoir aussi qu'il y a différents types de handicap, tels que le handicap visuel, le handicap auditif. Ce sont quelquefois des handicaps que l'on ne perçoit pas, qui sont imperceptibles et que les gens ont bien sur eux. Donc c'est pas non plus toujours évident de pouvoir accueillir ces gens en bonne situation. Donc c'est pour ça que nous faisons aussi des formations en interne pour former nos conducteurs afin qu'on puisse donner un accueil le plus satisfaisant à tous nos usagers. J'accompagne aujourd'hui 2 personnes pour prendre les transports pastels, car nos missions sont de rendre les gens autonomes dans la vie de tous les jours et ainsi que dans les transports. Donc j'accompagne monsieur Barry Miloud qui présente un handicap physique et monsieur Gaillet Pascal qui présente un handicap invisible mais auditif, donc qui est difficile pour lui de prendre les transports, car il a du mal à s'exprimer et à pouvoir entendre et comprendre ce que lui disent les chauffeurs. C'est pour cela que je suis avec eux pour les aider et pour leur montrer comment on fait. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais aller en Basilique. Combien coûte? D'accord, donc vous voulez aller à la Basilique, c'est bien ça? Et combien ça coûte? Donc le prix d'un ticket, c'est 1,30 €. Vous voulez que je vous le marque sur votre billet? Ah oui. C'est très bien ça, et vous aviez préparé déjà votre voyage. Voilà. C'est bien, voilà, 1,30 €. Vous voulez un ticket? Voilà. Et donc votre titre de transport, voilà, vous le validez dans le composteur. Très bien. Bon voyage. Une carte pastel, c'est à l'année. Je peux prendre le bus autant que je veux. Que ce soit le matin, l'après-midi ou jusqu'au soir. Et ça me permet de faire moins éviter de marcher trop. Parce que marcher, je ne peux pas marcher comme tout le monde. Donc on a vu, c'est très facile aujourd'hui, il suffit tout simplement de communiquer avec le chauffeur, de donner sa destination, et le chauffeur est également là pour donner un petit coup de main à la personne en situation de handicap. Revenons un petit peu sur les prochains aménagements. Qu'est-ce qui est prévu? Alors des nouveaux bus, vous en parliez tout à l'heure? Alors des nouveaux bus, et également on prévoit de continuer à développer et à aménager les quais pour qu'ils deviennent accessibles. Donc c'est un travail en collaboration avec l'agglo du Saint-Quentinois et les différentes mairies. À savoir que en 2018, par exemple, on a des arrêts comme de Brésil ou Archimède qui sont devenus accessibles, qui ne l'étaient pas avant.
Donc la volonté, c'est vraiment de continuer à développer, à aménager les quais pour qu'ils deviennent accessibles. Alors quand on parle d'accessibilité, on pense souvent effectivement aux fauteuils roulants, l'accessibilité pour les personnes assises, mais c'est pas seulement ça, c'est effectivement aussi les non-voyants, donc ça veut dire des haut-parleurs dans vos bus. Alors on a un système de SAEIV qui diffuse une bande audio, qui annonce le prochain arrêt. Oui, ça, tous nos véhicules en sont équipés. Déjà équipés. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations. Donc, on l'a compris, la volonté des transports urbains à Saint-Quentin, c'est effectivement de continuer de se développer dans l'accessibilité et permettre en fait à chacun de pouvoir prendre le bus, qu'il soit valide ou invalide. Merci Amélie, un grand bonjour à Nicolas et puis je n'y manquerai pas. À bientôt. Merci bien. Merci. Il y a notre invitée Sandrine Didier. Merci Sandrine d'être venue. Bonjour Ludo. Donc Sandrine, aujourd'hui, ce n'est pas la conseillère en charge du handicap, mais la présidente de l'association qui est notre invitée. Parle-nous de tes deux associations. On va commencer déjà par la première, Handicap Danse. Donc merci de me recevoir Ludo et de me permettre de pouvoir parler de mes associations artistiques. Donc la première, c'est Handicap Danse, dont je suis directrice et chorégraphe, que j'ai créée il y a 15 ans. Donc c'est une association de danse adaptée et le but, c'est d'intégrer les personnes en situation de handicap dans l'association. Avec des danseurs valides. Et avec des danseurs valides. On est dans la mixité. Et c'est pour aussi, grâce au spectacle, changer les regards de tout être humain. Le but, c'est qu'on regarde une personne à part entière avant tout et non une personne en situation de handicap. Alors, cette association fait partie d'un groupement national. Il y a toujours le concours national de danse, ça existe toujours ? Ça existe toujours. Il y a les concours régionaux et nationaux qui se font tous les ans, effectivement. Donc, je crois que Saint-Quentin, vous l'avez fait il y a 2 ans ? On a fait il y a 3 ans les régionales et on a fait encore il y a quelques années les nationales aussi. D'accord. Alors, expliquons pour une personne donc, en situation de handicap, et je rappelle bien, quel que soit le type de handicap. Quel que soit le type de handicap. Quel que soit le type de handicap, on a envie de faire de la danse, quel que soit son handicap, c'est avec donc, des personnes qui, elles, sont valides, d'accord, et on vous retrouve à Matisse. Alors, ça se passe où, quand ? Alors, c'est à la salle Henri Matisse. Donc, pour les handicaps moteurs, c'est le mardi après-midi de 14 à 16 h. Et ensuite, on passe au handicap mental, où là, on n'est plus sur les salles de Ouatre. Comme ça, les résidents de Dallon peuvent venir tout seuls à leur cours de danse. Le but à Saint-Quentin, c'est ce que j'ai voulu développer, c'est être en autonomie. Chaque personne vient à son cours de danse. Voilà, on ne parle pas de handicap ou quoi que ce soit. Après, comme je dis, c'est mon travail de m'adapter à chaque personne, mais on va vraiment à son cours de danse, donc c'est en extérieur de structure. Ensuite, le mercredi après-midi, on a les enfants de 15 à 16 h. D'accord. Toujours à Matisse, là ? Toujours à la salle Henri Matisse. D'accord. Alors, double casquette également enfin triple avec ton mandat municipal, mais en tout cas associativement double casquette, puisqu'il y a également Autisme 02. Il y a Hop Autisme 02 que j'ai créé il y a 6 ans. Donc c'est une association toujours artistique pour les personnes autistes. Donc c'est pareil, c'est le même objectif, hein, c'est d'intégrer les personnes autistes dans la société. Donc pour cela, il faut apprendre à maîtriser et connaître les troubles. Donc on aide les parents pour qu'ils puissent aider leurs enfants. Nous, on apprend aux enfants, grâce à l'art, de pouvoir se focaliser sur une action et d'aller jusqu'au bout des choses pour qu'ils puissent être inclus au niveau de l'école plus facilement, on va dire. Donc en fait, cette association, on va dire, c'est plus une association d'accompagnement. Plus une association d'accompagnement, autant pour les enfants que pour les parents. Et là, à la rentrée septembre, je vais ouvrir une section aussi pour les personnes autistes Asperger, adultes, parce que j'ai de la demande et beaucoup de personnes sont lâchées dans la nature et n'ont pas de clé pour pouvoir s'en sortir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait à faire, justement, parce qu'on parle de l'autisme, on reste sur l'autisme, qu'est-ce qui resterait à faire
pour justement permettre aux autistes de pouvoir s'intégrer de façon tout à fait normale? De une, que le monde des valides ouvre les portes à cette différence, déjà, de ne pas avoir peur de l'autisme, parce que c'est vrai que ça fait peur, on a souvent mis l'autisme dans la maladie psychique que je respecte, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais ça fait très peur qu'alors ça n'est pas ça, c'est une spécificité. Je suis moi-même une personne autiste, donc je sais de quoi je parle, et ça c'est quelque chose que je veux défendre. Et ce que j'apporte aux personnes, c'est pouvoir intégrer la société, donc c'est vraiment ce travail social, pour qu'ensuite elles aient la force on va dire, d'affronter cette société. Donc ce que tu es en train de nous expliquer, puisque tu nous rappelles que tu es toi-même autiste, c'est que l'autisme, il y a pareil, de différents degrés. Il y a l'autisme qui se voit, il y a l'autiste qui malheureusement ne se voit pas, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap non visible. Et on peut reparler un peu justement de différents cas d'autisme? Il y a les autistes lourds, où là on va pouvoir voir par exemple les troubles des enfants, et après au fur et à mesure on a l'autisme Asperger, où là les personnes ont une grande intelligence, mais ça ne va pas forcément être perceptible de par les troubles comment dire, on a du mal à s'intégrer et aller vers les autres. Aujourd'hui, chez moi, ça ne se voit plus, parce que grâce à la danse, j'ai réussi à dépasser tout ça, et à mon mandat, c'est pour ça que j'ai voulu aller plus loin pour dépasser cette barrière. Et au niveau de la compréhension, parfois ça peut être un peu plus compliqué, ou il faut détourner peut-être un peu les choses pour qu'on puisse être mieux dans la compréhension. Donc ça demande un tout petit effort de la personne qui est en face, mais pour nous ça va tout changer en fait. Donc il faut que les comportements des valides changent, et si en face de nous on a une personne qui nous rassure, on va y aller tranquillement en fait. Alors justement, puisqu'on en parle, et on l'avait souligné, tu as un mandat municipal, est-ce qu'aujourd'hui les mentalités en 2019 ont évolué? Bien sûr, ça a évolué, et grâce aux actions, par exemple, que je peux mener dans ma ville depuis 15 ans, ça a évolué. Pour nous, ce n'est pas suffisant, parce que quand je vois des jeunes de 19 ans qui ont arrêté leurs études parce que ça se passe mal par rapport au comportement que peuvent avoir les autres, dans l'incompréhension, en fait, on a encore beaucoup de travail à faire. Moi, ce que je demanderais aux citoyens, c'est de ne pas juger les gens, parce que je l'ai vécu aussi. Quand on est vécu comme quelqu'un d'illettré, c'est très rabaissant. Donc, on va avoir le réflexe, nous, de se renfermer encore plus qu'à la base, on l'est déjà. Et c'est ce que j'apprends à mes jeunes, c'est d'affronter ça. Parce que quand on a réussi à dépasser ça, et aujourd'hui, pour moi, de vous le communiquer, ça change toutes les choses, on pourra avancer. Mais évidemment, ça avance, mais pas suffisamment. Bien, eh ben, j'espère que vous en savez déjà un petit peu plus sur l'autisme. En tout cas, on sait où te joindre, c'est assez facile. Vous êtes intéressé par la danse, quel que soit votre type de handicap, vous allez à Henri Matisse. Vous savez que vous y trouverez donc Sandrine Didier. Vous avez également des questions à poser par rapport à l'autisme, que vous soyez vous-même porteur de handicap ou alors proche ou parent d'une personne en situation de handicap. Sachez que vous pouvez bien entendu aller à la rencontre de Sandrine. Merci Sandrine d'être venue aujourd'hui ici à Handicamp. Tu connaissais Handicamp déjà? Oui, je connais Handicamp. Ouais. Excellente initiative, n'est-ce pas? Excellente initiative que je soutiens et qu'on va tâcher de faire connaître. Eh ben, c'est pourquoi on avait décidé que cette émission Un jour une ville se passerait ici à Handicamp, pour justement faire connaître ce lieu entre guillemets magique, puisque c'est quand même super d'avoir ce type d'établissement dans notre ville. Voilà, cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien entendu continuer de nous suivre sur notre application Handicap TV, sur notre site internet handicaptv.tv et enfin sur notre page Facebook Handicap TV.